bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je rappelle que vous faites partie du bureau de la section Viso à Vive, les jeunes femmes hyperactives de la Viso. Et quand cette période très difficile, vous assistez également le FSJU et le CRIF pour coordonner la mobilisation bénévole. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons, Maya Termination, dans le studio de Radio J pour une émission un peu particulière liée à la guerre et à la crise épouvantable que vit Israël en ce moment. Oui, Lise, merci beaucoup. C'est ma première émission Viso Radio J depuis le 7 octobre. Depuis ce massacre terrible dans le sud d'Israël. Et je n'ai jamais eu autant de mal à préparer une émission. Je serais bien incapable aujourd'hui de vous parler de nos sujets habituels, des femmes qui osent. Je me sens complètement démunie face à l'horreur, la barbarie et la violence de l'attaque commise par le Hamas. À cela s'ajoute l'angoisse et l'incertitude sur le sort des otages. Depuis l'attaque, les Israéliens disent « Ein milim » ou « Nikmeru et milim ». Nous n'avons plus les mots. Alors quand on n'a plus les mots, peut-être vaut-il mieux se taire, écouter les témoins et les proches des otages. Alors en fait, pour moi, aujourd'hui, l'invité, c'est vous. Les femmes qui osent, c'est vous, Maya. Et on est tous, bien sûr, et toutes mobilisées. Alors, au milieu de ce drame, il y a aussi de très belles preuves de solidarité. On va bientôt avoir une invitée qu'on voit déjà à l'écran. Je vous laisse la parole. Oui, alors avant de présenter notre invitée Déborah Prasquier, je voulais juste vous dire que moi ça m'a beaucoup frappée parce que avant ce sinistre samedi noir, la société israélienne vivait quand même une grave crise au sujet de la réforme de la justice, mais aujourd'hui priorité à l'unité. Yachad Nenatseach, ensemble on y arrivera, entend-on sur les médias israéliens. Est-ce une unité de façade? Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que c'est aujourd'hui l'entraide qui prime. Dès l'attaque, des initiatives bénévoles incroyables se sont mises en place, avec cette démesure presque caricaturale propre aux Israéliens. Des entrepôts géants qui ont surgi afin de venir en appui aux habitants évacués. Les bénévoles fournissent de la nourriture, des vêtements, des chaussures, des livres, des jouets, des consoles de jeux vidéo et j'en passe. Chacun dans le champ de son expertise jusqu'à des animateurs déguisés en clowns qui viennent jouer avec les enfants des familles déplacées dans les hôtels du pays. Alors les soldats mobilisés parfois en vitesse ont aussi pu profiter de cet extraordinaire réseau de solidarité avec des inconnus qui leur ont apporté des vêtements et de la nourriture. Et encore, la liste n'est pas complète parce que c'est vraiment un réseau de solidarité comme on en a rarement vu et j'en rajoute parce que c'est très important. Oui, c'est très impressionnant. Alors, pour nous raconter cette atmosphère très particulière, nous avons le plaisir de recevoir Déborah Prasquier qui nous rejoint en direct de Tel Aviv. Déborah, bonjour. Alors, vous êtes partie vivre en Israël il y a 8 ans avec votre mari et vos 4 adolescents. Aujourd'hui, vous avez un fils à l'armée dans une unité de parachutistes. Alors, Déborah Prasquier, comment vivez-vous cette situation ? Alors, en tant que mère, on savait quand on est parti vivre en Israël il y a 8 ans qu'on prenait le package tout entier, que évidemment que nos enfants allaient faire l'armée. Et mes 2 filles ont fait l'armée, mes 2 grandes filles qui ont maintenant 24 et 22 ans ont fait leurs devoirs. Alors c'est vrai que avoir un premier fils qui fait l'armée, c'est comme une deuxième alia, c'est comme se confronter à une réalité difficile pour les mamans, d'autant plus qu'il est combattant. Oui. Et voilà, et puis bien sûr en temps de guerre, ça prend tout son sens et sa profondeur et voilà, c'est beaucoup de sentiments mêlés parce que lui est à sa place. Il est en plein service militaire, il est en plein milieu de son service militaire. Il a fini sa formation, il est actif. Donc défendre son pays, oui, c'est sa place actuelle. Il a été formé pour ça. Il est prêt à ça. Et puis nous derrière, voilà, c'est beaucoup de sentiments très très partagés et très mélangés parce que se faire défendre par son fils de 19 ans. C'est quand même c'est pas évident, hein. Oui. Alors, c'est pas évident d'intégrer ça. Alors Déborah, vous êtes rendue sur place à l'entrée de la base où est stationné votre fils pour apporter des colis. Et quand on préparait cette émission, vous me disiez qu'il y avait une ambiance et très particulière et aussi que le soutien de la population aux soldats se matérialisait dans des formes assez originales parfois. En fait, bien sûr, on n'a pas pu rentrer dans la base, hein, on l'a vu 1 minute sur le parking. Il y a une ambiance de calme cohérent.
C'est-à-dire que dans ce chaos, le chaos qu'on vit en ce moment dans le pays et dans le monde, voir des militaires préparés, entraînés, qui ont le bon matériel, à qui on apporte du matériel supplémentaire grâce à plein d'aides, à des chaînes d'aide extraordinaires qu'on obtient en Israël et ailleurs, ça paraît très normal. Alors bien sûr, ils sont un peu fatigués, mais ils s'entraînent, ils sont concentrés, ils sont confiants, ils ont un bon moral. Donc moi, croiser des soldats et voir leur état d'esprit et parler avec eux, c'est ce qui nous fait le plus de bien en ce moment. Même si évidemment. Et alors comment le vivez-vous tout ça en fait? C'est-à-dire donc vous êtes française d'origine, vous êtes franco-israélienne, même si on sait que son fils va faire l'armée. Comment est-ce que vous avez vécu dès le départ toute cette crise? Et comme tout le monde, ça a été la sidération? Alors, oui, bien sûr, il y a plusieurs couches à cette histoire. Évidemment qu'il y a l'effroi mondial, et puis bon, il y a un rapport au temps qui est particulier parce que, alors, on est dans un long Yom HaZikaron où on prend l'ampleur de tous ceux qui ont disparu. Et d'habitude, c'est moche de le dire comme ça, mais quand il y a un attentat en Israël et qu'il y a un mort, 2 morts, 3 morts, on les connaît très vite, on connaît leur vie. Maintenant là, à cette échelle-là, c'est abominable. Quand on croit avoir fait le tour de cette barbarie, on en apprend tous les jours dans les détails horribles. Donc c'est très compliqué. Maintenant, il n'y a plus de routine. On ne travaille pas. De toute façon, si on essaye, on n'y arrive pas. Il manque beaucoup de gens à l'appel dans les. Par exemple, moi, je suis architecte d'intérieur. Mes fournisseurs ont les usines fermées parce que soit ils sont en Melouim, soit ils emploient des ouvriers arabes qui ne sont pas disponibles. Donc, on est à l'arrêt, on est en suspens, on est dans une espèce d'attente d'attente des otages évidemment, d'attente de nouvelles, d'attente de quelque chose qui doit se passer et on sait que c'est obligatoire, on sait qu'il va falloir y aller, il va falloir rentrer dans ce conflit terrestre qui nous terrifie, qui nous terrifie tous. Ouais. Voilà. Mais bon, on peut pas en faire. Enfin, moi, je suis pas spécialiste. Hein, on regarde tous les soirs Monsieur Agari, le porte-parole de l'armée, oui, qui est très clair, qui nous explique la situation de façon très très synthétique et très rassurante. Bon voilà, on se laisse porter. Et heureusement qu'on a des amis qui vivent la même chose que nous, sur lesquels on peut s'appuyer. Heureusement qu'on a nos familles en Israël et en France et partout. Et on sent un soutien énorme, même si on sent une énorme solitude aussi, parce que face à l'horreur, on est souvent très, très seul. Maya. Alors, d'abord, avant de poser le reste de mes questions à Déborah, moi, je sais quelque chose du soutien de soutien très particulier que Déborah vous apportez aux soldats. Et alors, je vais le révéler à l'antenne parce que Déborah, vous faites des câlins et des bisous aux soldats que vous rencontrez dans la rue. Voilà, tout est dit. C'est pour les réconforter eux, mais c'est pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un lien très particulier entre les mamans et les soldats en général. C'est-à-dire que ils pourraient tous être mes fils. Ben oui. Et je sais qu'avec les mamans du groupe de mon fils, on est 157 dans le groupe WhatsApp des gens de son unité. Je peux leur demander n'importe quoi pour mon fils. Elles peuvent me demander n'importe quoi pour les leurs. C'est quand même une union sacrée sans laquelle on ne pourrait pas respirer parce qu'on l'envoie pas. Je veux dire, on les envoie pas à l'aveugle, quoi. On sait pourquoi, on sait. Bien sûr. Voilà. Il y a une solidarité incroyable. J'ai l'air calme, je le suis pas, hein, mais ça va aller. Bien ça va aller, j'ai confiance. Puis Déborah, évidemment, vous pouvez même pas imaginer à quel point on est avec vous. Alors, Déborah, vous me racontiez que quand vous étiez allée la première fois aux environs en fait des bases du sud d'Israël, il y avait un soutien que j'avais trouvé en même temps complètement absurde, caricatural près des bases. Alors si je me trompe pas, vous aviez indiqué que vous aviez amené des cartons avec des vêtements, de la nourriture, etc. Et puis que mais cette scène assez incroyable où vous trouviez d'autres parents de soldats qui avaient amené alors non pas des cartons mais des toilettes sèches, oui, des douches mobiles. Si j'ai bien noté, des générateurs. Ouais, les besoins sont immenses, de tout. Mais cette inventivité, je trouve ça quand même incroyable parce que moi, je penserais pas aller voir mon fils avec des toilettes de chantier. Oui, c'est sûr. Et des générateurs.
que nous n'avons pas fait l'armée, parce que nous n'avons pas été sur le terrain. C'est un peuple, tout Israël, on se rend compte que tout Israël a fait l'armée. Donc les parents des soldats, il y a une organisation, voilà, par exemple dans les hangars, le hangar Expo où Achim Leneshek fait des choses incroyables, collecte énormément et renvoie énormément de matériel et de toute nature dans tout le pays. Il y a une organisation, alors il y a eu un chaos, c'est vrai, qui a duré pas très longtemps finalement. Et en fait, il y a une organisation militaire qui s'est mise en place. Israël, c'est une pagaille, mais très organisée. C'est une pagaille de façade. On a l'impression que ça part dans tous les sens, mais en fait, tout fonctionne en fait. On prend le temps. Il faut un peu se remettre de ce choc, et puis après, c'est parti, quoi. Et c'est incroyable. Mais attention, on a l'impression qu'il y a énormément d'aide et de bonne volonté, c'est vrai. Mais là, on est au 19e jour. On a encore besoin de plein de choses. Il y a des familles du Sud qui n'ont pas du tout de visibilité sur ce que sont leur avenir. Bon, je ne vous parle pas des traumas psychologiques. Bien sûr. Voilà. Mais des gens qui ont perdu des proches, leur maison, leur avenir, leur quotidien, ça va pas se jouer, l'aide dont ils auront besoin va pas se jouer sur un mois. Ça va être sur des mois, voire des années, il va falloir les accompagner. Bien sûr. Et il y a un certain décalage parce que les soldats, c'est vrai, on les admire énormément, on les entoure énormément, on les aime de tout notre cœur et bravo. Mais il faut pas oublier ces populations quand même qui sont, voilà, j'ai fait le tour un peu avec mes filles des hôtels où il y a des familles du Sud. Il y a une fatigue extrême, il y a une tristesse extrême, et il y a vraiment beaucoup de besoins. Et beaucoup de découragement. Heureusement, vous êtes là également. Alors, justement, quand vous avez appris ce qui s'était passé ce jour maudit du 7 octobre, votre fils était avec vous, il était à l'armée? Non, c'était un week-end où il était prévu qu'il ne rentre pas à la maison. Ah, d'accord. Donc, okay. Il avait décidé le dimanche d'avant matin à la base pour 2 semaines. Et on savait qu'on ne le reverrait pas avant. Ça devait être le 13 ou le 14 octobre. Il m'a appelé le samedi matin, tôt, vers 6h du matin, pour me dire qu'il était en patrouille cette nuit-là et que là, il allait se coucher. Donc, à 6h du matin, ils se sont couchés avec les gens de son équipe et à 7h30, ils les ont réveillés pour leur expliquer ce qui se passait. Là, c'est lui qui a commencé par s'inquiéter pour nous parce qu'il y avait des sirènes sur Tel Aviv. C'est vrai qu'il y avait des sirènes sur Tel Aviv. C'est dérisoire. Alors, ma façon de le voir, c'est que les sirènes sur Tel Aviv, on a le temps d'arriver dans les mamades. Il suffit de s'assurer que quand on est quelque part, il y a un abri accessible. Ça. On a largement le temps d'y accéder, donc c'est pas... Bon, voilà. Non, Tel Aviv, on a 1 minute et demie pour arriver dans l'abri. Je l'ai vécu et je sais. Et donc, c'est pas Ashdod, on va dire. Oui. Il ne faut pas jouer à ça, évidemment, mais bon, c'est pas le stress et puis bon, on a 1 sirène, 2 sirènes ou 3 sirènes par jour. Les familles du Sud sont touchées tout le temps en permanence et ont quelques secondes pour arriver aux abris avec des petits enfants. Tout, c'est une autre. C'est une autre vie, une autre dimension. Maya. Ouais. Oui, alors écoutez, à côté en fait du récit de ce qui se passe en Israël, je voulais aussi donner quelques éléments sur ma vision un peu de ce qui se passe en France, qui reste que ma vision, mais comme je coordonne pas mal de bénévoles. Alors expliquez-nous d'ailleurs, Déborah, vous restez avec nous, expliquez-nous Maya, vous coordonnez quoi et comment? Je voulais vous poser la question. Oui, écoutez, alors déjà avec beaucoup d'humilité parce que il y a énormément de cellules et de coordination, mais j'ai prêté main forte au FSU et au CRIF qui sur le constat du fait qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui voulaient aider et qui étaient très affectés et très solidaires de ce qui se passait en Israël. Donc nous avons décidé de créer des pôles en fait d'action pour les bénévoles et du coup j'aide en fait à coordonner cette action là. Et du coup ce que j'ai pu constater, mais je pense que beaucoup le constatent aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives spontanées qui ont vu le jour, collecte de matériel, soutien aux Israéliens rapatriés en France, des manifestations, des collages, avec un sursaut bénévole. Alors les collages, c'est beaucoup les jeunes, l'UEJF, les mouvements de jeunesse qui collent, on va dire quand même, donc les photos des kidnappés sur les murs de Paris. Exactement, il y a eu plusieurs nuits, ils ont passé des nuits entières à coller en fait ces campagnes qui ont commencé aux États-Unis par un collectif où en fait il y a une photo A4 en fait avec les enfants ou les adultes kidnappés et avec écrit kidnappés en dessous en rouge comme les personnes disparues en fait que la police cherche
en temps normal, on va dire. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup touché ce sursaut bénévole et uni surtout, que j'avais jamais vu. En fait, ça fait quand même 25 ans que je milite au sein de la communauté juive française. Alors, il y a les institutions de la communauté qui sont aussi mobilisées et qui se sont structurées en cellules de crise qui se réunissent chaque semaine pour apporter un soutien à Israël et à la communauté juive de France. Oui. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce que quand même, on se rend pas compte, mais il y a une organisation qui s'est mise en place, chacun dans son périmètre d'action, l'OSE sur le médical, le CASIP sur l'aide sociale, et j'en passe, je vais pas pouvoir citer tout le monde, le SPCJ sur son périmètre de sécurité. Et je voulais tout de même rappeler parmi les nombreuses initiatives des institutions qu'il existe une ligne d'écoute et de soutien psychologique qui a été montée. Je vais vous dire le numéro, c'est 01 86 96 2000. Alors, je répète, 01 86 96 2000. Moi, on m'a parlé de cette ligne d'écoute, de soutien. Si jamais vous craquez face à la situation, que vous soyez français, israélien, concerné, il y a des gens hyper compétents qui vont vous répondre. J'avais juste envie de dire ça parce que j'ai eu des témoignages. Oui, donc c'est dérisoire par rapport à tout ce que vous nous racontez, Déborah, mais du coup, j'en profite. On a quand même des Israéliens à Paris aussi. Oui. Hein. Et puis c'est vrai qu'on est un peu affecté quand même. On est très affecté, qu'on puisse dire. Voilà. Et pour conclure, je voudrais juste rappeler que Viso Monde et Viso France est mobilisé pour venir en aide aux femmes et aux enfants en Israël. Alors c'est notre périmètre d'action, c'est notre mandat social. Mais en cette période difficile, je voulais donner quelques éléments concrets. Donc je sais pas si l'information est arrivée jusqu'au public français, mais toutes les crèches ont fermé. En fait, tous les modes de garde ont fermé en Israël au moment de la guerre, et la Viso a ouvert 11 crèches d'urgence dans tous les hôpitaux du pays pour que le personnel médical puisse faire garder ses enfants et puisse exercer. Donc c'est qu'un exemple, mais j'ai trouvé ça assez concret. Et du coup, alors il y a de nombreuses collègues qui sont organisées, mais si vous souhaitez donner à la Viso et participer à cet effort, c'est donc www.viso.fr. Et je voudrais dire que la Viso est un des premiers partenaires sociaux d'Israël, et ça c'est important de le rappeler. Alors, Déborah Prasquier, si vous aviez un message de conclusion à faire passer en sachant qu'on est avec vous et qu'on vous donnera la parole quand vous le souhaitez sur Radio J, de quel message s'agirait-il? Ça pourrait être de l'attention, en fait. Parce que je sais que dans les médias français, on est peut-être déjà même passé à autre chose. Non, pas vraiment. Non, on en parle beaucoup. On en parle. Bon, les besoins sont là. Ça va durer des mois, hein, je pense, cette histoire. Oui. Donc, voilà, restons unis. Exactement. Unis, on est avec vous, n'hésitez jamais à nous contacter, et voilà, et merci à vos enfants qui font tout ce qu'il faut pour Israël, et merci à vous qui soutenez comme ça bien les soldats, les personnes déplacées qui en ont besoin. On est avec vous, bien sûr. Merci Maya. Merci beaucoup. Et puis à très vite sur Radio J, bien entendu. Merci. Au revoir à tous. Au revoir Déborah Prasquier, et au revoir à Maya Termination. Merci. Au revoir.